Alors que des millions de soldats se battent pendant la Première Guerre mondiale, un autre ennemi se propage silencieusement. Il n'utilise ni fusil ni bombes. C'est un nouveau type de grippe qui se propage rapidement et tue des millions de personnes dans le monde. Elle est appelée grippe espagnole. Mais cela ne signifie pas que la maladie a commencé en Espagne. À l'époque de la guerre, les informations étaient strictement contrôlées dans de nombreux pays. Les gouvernements ne voulaient vraiment pas que leurs ennemis sachent que de nombreux soldats et citoyens tombaient en malade. L'Espagne était neutre pendant la guerre. C'est pourquoi ces journaux étaient plus libres de parler de l'épidémie. Comme bon nombre des premiers reports publics venaient d'Espagne, certaines personnes ont cru que la maladie avait commencé là-bas. Jusqu'à présent, on ne sait toujours pas exactement où le virus est apparu pour la première fois. Selon le CDC, il n'y a pas de lieu unique reconnu comme étant son origine certaine. L'un des premiers grands foyers a été identifié. Il a été enregistré en mars 1918 au camp Funston, au Kansas, aux États-Unis. Il s'agissait d'un camp militaire où de nombreux soldats américains s'entraînaient avant d'être envoyés en Europe. Plus de 100 soldats sont tombés malades au début. En l'espace d'une semaine seulement, le nombre de cas a presque été multiplié par 5. Mais il est aussi possible qu'il y ait eu des cas antérieurs dans d'autres endroits. Des rapports font état d'une maladie respiratoire étrange dans des camps militaires en France et en Angleterre avant 1918. Une théorie suggère aussi un lien avec une maladie respiratoire observée dans le nord de la Chine. Il manque cependant de preuves pour confirmer que l'un de ces endroits est le véritable point d'origine. On sait en revanche que la guerre a grandement favorisé la propagation de la maladie. En effet, les soldats étaient entassés dans les casernes, les navires, les trains, les hôpitaux et les tranchées. Lorsqu'un seul était infecté, il transmettait rapidement le virus à ceux qui l'entouraient. Chaque jour, des milliers de soldats et de travailleurs étaient redéplacés d'un pays à l'autre. Ainsi, le virus voyageait avec eux. La maladie est partie des camps militaires pour atteindre les villes et les communautés. Vers le milieu de l'année 1918, des cas étaient déjà signalés en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines parties de l'Asie. À cause de cela, de nombreux bureaux manquèrent d'employés. De nombreuses familles sont tombées malades en même temps. Même les soldats au front ont été affaiblis par la grippe. Selon des études sur les forces armées des États-Unis, une grande partie de l'armée et de la marine est tombée malade au plus fort de la pandémie. La promiscuité et les déplacements rapides des soldats ont favorisé la propagation de la maladie dans divers camps et pays, constituant la première vague. Beaucoup ont eu fièvre, faiblesse et douleur, mais la plupart ont guéri en quelques jours. Il y a eu moins de morts que lors de la vague suivante. À cause de cela, beaucoup pensaient qu'il ne s'agissait que d'une grippe ordinaire. Ils ne savaient pas encore que la maladie reviendrait après quelques mois. Et à son retour, elle a tué plus rapidement et il était plus difficile de l'arrêter. En août 1918, la grippe est revenue. Mais la deuxième vague était plus dangereuse. Elle a été ressentie presque simultanément dans les ports proches de Boston aux États-Unis, de Brest en France et de Freetown en Sierra Leone. Comme de nombreux navires, soldats et passagers passaient par ces endroits, la maladie s'est rapidement propagée dans différents pays. Le virus s'est propagé plus rapidement parce que les déplacements des soldats continuaient pendant la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918, la guerre a pris fin. Mais la pandémie n'était pas terminée. Des millions de soldats et de prisonniers de guerre sont rentrés dans leurs pays respectifs. Certains portaient le virus sans ressentir de symptômes, ce qui a accéléré la propagation de la maladie dans les villes, villages et communautés isolées. Ce ne sont pas seulement les personnes âgées et les personnes fragiles qui mouraient. De nombreux jeunes adultes en bonne santé, y compris des soldats, ont développé une pneumonie grave. Parfois, leurs poumons se remplissaient de liquide, les empêchant de bien respirer. À l'époque, il n'y avait ni vaccin contre la grippe ni antibiotiques modernes pour la pneumonie bactérienne. À cause de cela, les hôpitaux se sont rapidement retrouvés débordés. Il y avait une pénurie de médecins, d'infirmières, de lits, de médicaments et même de personnes pour enterrer les morts. Dans certains endroits, des funérailles avaient lieu chaque jour. Parfois, des familles entières tombaient très malades en même temps, laissant personne de bien portant pour s'occuper des autres. De nombreuses écoles, églises, cinémas et autres lieux de rassemblement ont été fermés. Dans certaines villes, les grands rassemblements ont été interdits. On a également conseillé aux gens d'éviter les foules, de se couvrir la bouche en toussant et de rester à la maison en cas de maladie. À San Francisco, le port du masque en gaz a été rendu obligatoire en public, mais le masque seul ne suffisait pas. Beaucoup de gens l'utilisaient en mal, et la protection offerte par les masques fin de l'époque était également limitée.
Néanmoins, selon les études, les endroits qui ont rapidement mis en place des mesures combinées comme la fermeture des lieux publics, l'interdiction des grands rassemblements, l'isolement des malades et la réduction des contacts sociaux ont été plus efficaces. Grâce à cela, la transmission a été quelque peu réduite. Malgré cela, il y avait aussi un gros problème d'information. Comme la guerre venait de se terminer, de nombreux gouvernements étaient habitués à contrôler les informations. Dans certains endroits, le public n'a pas été immédiatement informé de la gravité de la maladie. C'est pourquoi certains continuaient à travailler, à prendre des transports bondés et à assister à de grands rassemblements, même si la grippe se propageait vite. À l'automne 1918, c'était la période la plus dangereuse de la pandémie. Aux États-Unis, c'est à ce moment-là que le nombre de décès a été le plus élevé. On estime qu'environ un tiers de la population mondiale a été infectée pendant la pandémie. Malgré de nombreux décès, le virus n'a pas disparu. La deuxième vague s'est atténuée à l'arrivée de l'hiver, mais la grippe est revenue en 1919. Moins virulente que la deuxième vague dans de nombreux endroits, elle a néanmoins rendu beaucoup de gens malades et causé des morts. La deuxième vague a montré à quelle vitesse une maladie peut se propager lorsque de nombreuses personnes voyagent en même temps, que les communautés sont surpeuplées, que l'information manque et qu'il n'y a pas encore suffisamment de médicaments ou de protection. Et la plus grande question n'était plus seulement de savoir comment la grippe s'est propagée. La question la plus importante était « Pourquoi a-t-elle tué plus de gens que la grippe ordinaire ?» Certaines personnes tombées malades lors de la première vague ont survécu et, lors de la deuxième vague plus mortelle, beaucoup n'ont pas été gravement touchés. Cela signifie qu'il est possible que leur corps ait déjà développé une protection contre le virus. Ce phénomène a été observé dans certains camps militaires aux États-Unis. Moins de soldats qui avaient déjà été infectés lors de la première vague sont tombés malades et sont morts, comparés à ceux qui n'avaient pas encore été contaminés. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont tous en sécurité. Certaines personnes ont été réinfectées, mais la probabilité qu'elles développent une pneumonie grave ou qu'elles meurent est beaucoup plus faible. Alors que de nombreuses histoires sur la pandémie proviennent des États-Unis et de l'Europe, la situation a été bien pire dans d'autres parties du monde. L'un des pays les plus durement touchés a été l'Inde. En septembre 1918, une vague plus dangereuse est arrivée à Bombay, aujourd'hui appelée Mumbai. À partir de là, elle s'est rapidement propagée à travers le pays par le biais des trains. La population était très dense, beaucoup de gens étaient affaiblis par la faim et la pauvreté, et il y avait un manque de médecins et d'hôpitaux. On estime que plus de 10 millions de personnes sont mortes en Inde. Certaines études avancent même que le nombre de morts aurait atteint environ 16 à 17 millions. C'est pourquoi l'Inde est considérée comme le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts. Depuis l'Inde, le virus est également arrivé sur les bateaux barangay. Ainsi, les soldats et les ouvriers qui rentraient dans leur ville natale ont été contaminés. Pendant qu'ils voyageaient, la maladie s'est propagée des ports vers l'intérieur de l'Afrique. Les systèmes de santé étaient bien plus faibles dans de nombreux endroits. Il manquait de médicaments, de nourriture, de médecins et aucune méthode adéquate pour compter les morts. À cause de cela, il est possible que le nombre réel de victimes soit encore plus élevé que ce qui a été enregistré. Contrairement à la grippe habituelle, de nombreux décès lors de cette pandémie concernaient des jeunes adultes en parfaite santé. Les jeunes enfants et les personnes âgées sont généralement les plus à risque face à la grippe. Mais en 1918, le taux de mortalité était très élevé chez les personnes âgées de 20 à 40 ans. Près de la moitié des décès dus à la grippe concernaient de jeunes adultes. On ne sait toujours pas exactement pourquoi. Une raison possible est que la réponse de leur système immunitaire a été très forte. Au lieu de seulement attaquer le virus, la réaction excessive du corps a peut-être aussi endommagé leurs poumons. Beaucoup ont également développé une pneumonie bactérienne après la grippe. À l'époque, sans antibiotiques, traiter ce type d'infection était très difficile, ce qui a fortement touché familles et communautés. Beaucoup de parents, de travailleurs, de soldats et de personnes censées prendre soin et nourrir leur famille sont morts. Les agriculteurs et d'autres travailleurs ont disparu. Entreprises, chemins de fer et bureaux gouvernementaux ont été affectés. Il y avait des orphelins et des familles décimées. Ce n'était pas qu'une crise sanitaire. C'était aussi un gros problème pour l'emploi, la nourriture, le transport et les moyens de subsistance. Et alors que la grippe continuait de se propager en Asie et en Afrique, on commençait à remarquer sa particularité. Elle ne touchait pas seulement les plus faibles. Même les jeunes, forts et en bonne santé, pouvaient mourir en seulement quelques jours. Au début de 1919, la propagation la plus grave de la grippe avait déjà diminué. Mais la pandémie n'était pas encore terminée.
une troisième vague a provoqué une nouvelle hausse des cas en Amérique, en Europe et en Australie. Elle était moins rapide et virulente que la deuxième vague, mais beaucoup sont tout de même tombés malades et morts. Il y a aussi eu certains endroits qui ont connu une autre augmentation des cas en 1920. Certains historiens appellent cela la quatrième vague. Mais le débat persiste pour déterminer s'il s'agit toujours de la même pandémie ou d'une nouvelle propagation de la grippe saisonnière. L'une des jeunes enfants décédées à cette époque était Rosalia Lombardo de Palerme, en Italie. Elle n'avait que 2 ans lorsqu'elle s'est morte en décembre 1920. En raison de la profonde tristesse de son père, il a fait en sorte que le corps de l'enfant soit préservé. Jusqu'à aujourd'hui, on peut encore voir Rosalia dans les catacombes des Capucins à Palerme. Parce qu'elle semble simplement dormir, elle est connue comme l'un des plus beaux corps préservés d'Europe. Mais il y a une question plus importante à laquelle il faut répondre. Quel est vraiment le virus qui a tué tant de personnes ? Les scientifiques ont découvert que la cause en était un virus de la grippe A, appelé H1N1. Le H et le N sont 2 parties à la surface du virus. Ces parties aident le virus à pénétrer dans les cellules du corps et à se propager. Selon des études ultérieures, il présente une forte ressemblance avec les virus de la grippe provenant des oiseaux. Il est possible qu'ils proviennent d'un virus aviaire qui a muté jusqu'à pouvoir infecter l'homme. Mais on ne sait toujours pas exactement de quels animaux il provient à l'origine, ni où la première transmission à l'homme a eu lieu. Il existait auparavant une théorie selon laquelle il pourrait provenir du porc. Mais lorsque les scientifiques ont reconstitué le code génétique du virus, ils ont découvert que ces gènes étaient plus proches de ceux de la grippe aviaire. En 2005, les chercheurs ont réussi à reconstituer le virus en utilisant du matériel génétique prélevé sur d'anciennes victimes. Cela a été fait dans un laboratoire strictement sécurisé afin de comprendre pourquoi il était si mortel. Ils ont découvert qu'il pouvait se multiplier rapidement dans le système respiratoire. Il ne reste pas seulement dans le nez et la gorge. Il peut descendre jusqu'aux poumons et détruire les cellules nécessaires à une bonne respiration. Mais ce n'est pas seulement le virus qui a tué de nombreuses personnes. Dans de nombreux cas, la grippe détruit d'abord les poumons. Lorsque les poumons sont affaiblis, les bactéries peuvent facilement pénétrer. Et cela provoque une pneumonie bactérienne. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de personnes sont mortes. Il n'y avait pas encore d'antibiotiques modernes en 1918. Même si les médecins savaient qu'il y avait une infection pulmonaire, ils n'avaient pas de traitement efficace. Certains patients avaient soudainement de la fièvre, toussaient et peinèrent à respirer. Dans les cas graves, leur visage devenait bleu ou foncé à cause du manque d'oxygène dans le corps. Certains sont également morts à cause de la réaction excessive de leur système immunitaire. Le système immunitaire est sur la défense du corps contre les maladies, mais chez certaines victimes, sa réaction est devenue trop forte. Au lieu de seulement attaquer le virus, il a aussi endommagé les propres poumons du patient. C'est l'une des raisons possibles pour lesquelles de nombreux jeunes adultes en bonne santé sont devenus gravement malades. Le système immunitaire des jeunes adultes est plus fort, mais lorsqu'il réagit de façon excessive, il peut aggraver les dommages aux poumons. En Chine, certains gouvernements locaux ont utilisé des remèdes traditionnels. Des maisons ont été aspergées d'eau de chaux et des plantes qui ont été brûlées parce qu'on croit qu'elles purifient de l'air. Il a été conseillé à certaines personnes de boire de la soupe de haricots mungo et du sucre candy, mais rien ne prouve que cela prévient ou guérit la grippe. Une théorie suggère que le taux de mortalité aurait été plus faible dans certaines régions de Chine, car la population aurait été exposée plus tôt à un virus similaire. Il est possible qu'ils aient acquis une certaine immunité, mais cela n'a pas été entièrement prouvé. On ne peut donc pas affirmer que c'est vraiment la raison. Au final, il est devenu clair pourquoi la grippe de 1918 était différente. Elle s'est propagée rapidement et pouvait détruire les poumons. Elle ouvrait la voie à la pneumonie bactérienne. Et chez certaines personnes, les défenses même de l'organisme aggravaient encore la maladie. Ce n'était donc pas une simple grippe. C'est un virus capable d'abattre même un enfant ou une personne forte et en bonne santé en seulement quelques jours. Mais comment la grippe espagnole tuait-elle réellement ses victimes ? Selon l'analyse de milliers de dossiers d'autopsie, la plupart des décès n'ont pas été causés uniquement par le virus de la grippe. D'abord, le virus attaque les voies respiratoires et détruit l'intérieur des poumons. En cas de dégâts graves, les bactéries du nez et de la gorge peuvent pénétrer plus facilement. Les bactéries comme Streptococcus pneumonia et Staphylococcus aureus provoquent une pneumonie bactérienne sévère. Les poumons se remplissent de pus et de liquide, ce qui endommage les tissus et rend la respiration du patient encore plus difficile.
Les études montrent que la pneumonie bactérienne secondaire est la principale cause de la plupart des décès pendant la pandémie. C'était un gros problème, car il n'existait pas d'antibiotiques à l'époque. Bien que le médecin ait constaté l'infection bactérienne du patient, aucun médicament efficace pour éliminer les bactéries n'était alors disponible. Il y avait aussi un plus petit groupe de victimes qui ont rapidement subi de graves lésions pulmonaires à cause même du virus. Dans cet état, le liquide s'échappe des petits vaisseaux sanguins vers les poumons. Peu à peu, les parties des poumons qui devraient contenir de l'air se remplissent. Par manque d'oxygène, le visage du patient devient bleu ou gris. C'est comme s'il se noyait, mais le liquide provient de l'intérieur même de leur corps. C'est la raison pour laquelle certains patients s'aggravent soudainement. Ils peuvent être debout et parler le matin, mais avoir du mal à respirer le soir venu. Une autre caractéristique étrange de la grippe espagnole est le nombre élevé de jeunes adultes qui sont morts. Habituellement, la grippe est plus dangereuse pour les jeunes enfants et les personnes âgées. Mais en 1918, le taux de mortalité était élevé chez les personnes âgées de 15 à 34 ans. Une théorie suggère que certains adultes âgés étaient mieux protégés grâce à une exposition antérieure à un vieux virus grippal du 19e siècle. Ils ont peut-être gardé une immunité qui les a aidés contre le nouveau virus, mais cela n'a pas empêché la gravité de la situation. C'est pourquoi même de jeunes adultes en bonne santé sont morts. Une autre explication possible est ce qu'on appelle la tempête de cytokines. Les cytokines sont de petits signaux utilisés par le système immunitaire pour appeler d'autres défenses du corps. Lorsqu'il y a une infection, elles déclenchent l'inflammation pour combattre le virus. Mais chez certains patients, la réaction devient excessive. Le corps libère trop de signaux immunitaires. Ainsi, la situation empire et les poumons sont davantage touchés. Au lieu de protéger le patient, sa réponse immunitaire trop forte peut en fait contribuer à la destruction de son propre corps. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes fortes et en bonne santé sont tombées gravement malades. Cependant, selon les recherches actuelles, cela reste une explication incomplète. De nombreux décès sont encore dus à la pneumonie bactérienne. Après l'affaiblissement de la pandémie, les chercheurs ont essayé de compter tous les décès. Le problème, c'est que de nombreux dossiers étaient pas incomplets et désorganisés. Il y avait des endroits sans médecin et pour certains décès, seule la pneumonie était inscrite dans les dossiers alors que la grippe était la cause initiale. De nombreux décès dans les communautés pauvres et éloignées n'ont pas non plus été enregistrés. À cause de cela, les estimations varient. Les premières études ont donné un chiffre de plus de 20 millions plus tard. D'autres chercheurs ont estimé ce nombre entre 50 et 100 millions. Actuellement, le CDC utilise généralement l'estimation d'au moins 50 millions sont morts dans le monde entier, tandis qu'environ 500 millions de personnes, soit près d'un tiers de la population de l'époque, ont été infectées. Cela ne signifie pas que 50 millions de personnes sont mortes exactement. Le nombre réel pourrait être inférieur ou supérieur. Il est impossible de le savoir car de nombreux pays ne disposaient pas de registre complet des décès à cette époque. Mais même les estimations les plus prudentes montrent qu'elle a tué plus de personnes que le nombre de soldats morts pendant toute la Première Guerre mondiale. Non seulement les personnes infectées ont été touchées, mais aussi des femmes enceintes atteintes d'une forme grave de la grippe. Certaines sont mortes, ont fait une fausse couche ou ont accouché prématurément. Beaucoup de bébés n'ont pas survécu à leurs premiers jours de vie. C'est pourquoi les véritables dégâts de la grippe espagnole ne se mesurent pas seulement au nombre de morts. Cela inclut les enfants devenus orphelins, les familles qui ont perdu la personne qui s'occupait d'elles et les bébés qui n'ont pas pu naître en sécurité. En très peu de temps, un virus minuscule a montré qu'il pouvait détruire non seulement les poumons d'une personne, mais aussi toute une famille et l'avenir d'une communauté. Les victimes de la grippe espagnole n'étaient pas seulement les personnes tombées malades, elle a aussi eu un grand impact sur les femmes enceintes et les bébés qui n'étaient pas encore nés. Dans une étude menée aux États-Unis, au Danemark, en Suède et en Norvège, les chercheurs ont remarqué qu'il y avait environ 15% de naissances en moins au printemps 1919. Cette baisse s'est produite environ 6 mois après la vague la plus grave. Cela signifie que de nombreuses femmes enceintes pendant le pic de la pandémie ont probablement fait une fausse couche, surtout au début de leur grossesse. Dans un ancien rapport concernant plus de 1000 femmes enceintes ayant contracté la grippe, plus d'un quart aurait fait une fausse couche. Les dossiers médicaux étant incomplets à l'époque, il est donc difficile de connaître le nombre exact. Après une forte baisse, le nombre de naissances a de nouveau augmenté à la fin de 1919 et au début de 1920. Cela a montré que la pandémie n'avait pas détruit de façon permanente la capacité des gens à avoir des enfants. Peu à peu, les communautés ont commencé à se relever. Les entreprises et les écoles ont rouvert.
Les survivants sont retournés au travail. Les familles ont essayé de reconstruire leur vie après la guerre et la pandémie. Mais ce qui s'est passé a soulevé une grande question. Une pandémie aussi importante peut-elle se reproduire ? Oui, le virus de la grippe continue d'évoluer. Il peut passer des animaux aux humains et créer une nouvelle souche contre laquelle la plupart des gens ont peu ou pas d'immunité. Le monde est maintenant mieux préparé qu'en 1918. Nous avons maintenant des vaccins, des médicaments antiviraux, des antibiotiques contre certaines infections bactériennes, des hôpitaux modernes, des tests de laboratoire rapides et un système mondial de surveillance des nouveaux virus. Mais cela ne veut pas dire qu'une grande pandémie est impossible. Il se peut qu'il n'y ait pas encore de vaccin approprié lorsque le nouveau virus apparaît pour la première fois. Il faut d'abord l'étudier et développer un vaccin adapté. Il peut aussi manquer de médicaments, de lits, de médecins et d'infirmiers si trop de gens tombent malades en même temps. Un autre gros problème subsiste. On peut être contagieux avant les symptômes. C'est pourquoi, en attendant vaccin et traitement, il faut appliquer des mesures simples pour limiter la propagation. Cela inclut d'éviter les endroits bondés, d'assurer une bonne ventilation, de porter correctement un masque lorsque c'est nécessaire et de rester à la maison. En cas de maladie, il faut isoler rapidement les personnes infectées. Une vaccination rapide et massive sera aussi essentielle dès que le vaccin sera disponible. C'est la leçon la plus importante de la grippe espagnole. Il ne suffit pas d'attendre que les hôpitaux soient débordés et que le nombre de morts augmente avant d'agir. Le gouvernement doit dire la vérité immédiatement, écouter les experts en santé, protéger les personnels de santé et aider les gens ordinaires qui doivent rester chez eux. En 1918, près d'un tiers de la population mondiale a été infectée et on estime qu'au moins 50 millions de personnes sont mortes. Il n'avait ni vaccin contre la grippe, ni antiviraux, ni antibiotiques modernes comme aujourd'hui. Mais la plus grande protection ne vient pas seulement des nouvelles technologies. Elle vient aussi d'une action rapide, d'une information correcte et de la solidarité des gens, parce qu'un virus est trop petit pour être vu à l'œil nu. Mais si on le sous-estime, si on le cache ou si on agit trop tard, il peut changer la vie du monde entier.